Vidéo est destinée à toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre la justice pénale et le lien avec la criminologie. Aujourd'hui, la thématique va concerner un sujet de débat, qui fait l'objet d'un débat politique ou d'un argument électoral, devrais-je dire, antédiluvien, c'est-à-dire qu'on nous ressort à chaque élection de manière parfaitement erronée. Il s'agit du sort des peines inférieures ou égales à 2 ans, peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans. Je préciserai cette notion. Donc lors par exemple du débat entre M. Macron et Mme Le Pen, il a été évoqué de manière parfaitement erronée que ces peines ne seraient pas mises à exécution. Première erreur et première inexactitude, je n'ose pas dire mensonge, je pense que ces personnes sont mal informées. Et d'autre part, il a été également énoncé que ce phénomène, inexact, mais ce phénomène prétendu, serait attribué à la loi Taubira de 2014. Alors, premier point, déjà, commençons par l'historique. Ce n'est pas du tout Mme Taubira qui a instauré cette possibilité, qui figure à l'article 723-15 du Code de procédure pénale, mais c'est une loi de 2004, qui est une loi Perben, sous un gouvernement de droite, en tout cas sous le plan législatif, donc ça date de 2004 et de la loi Perben. Et puis ensuite, ça a été étendu jusqu'à 2 ans, puisque sous M. Perben, c'était juste 1 an. Ça a été repris puis étendu par la loi Sarkozy, encore un gouvernement de droite, de 2009. Non sans débat néanmoins, mais voilà. Et sachez d'ailleurs que cela existait de toute façon avant que ce soit dans la loi, ça figurait à l'état de décret depuis 1993. Donc on peut donc considérer que ça fait très longtemps que des gouvernements de droite, mais parfois comme de gauche, soutiennent donc une disposition de cette nature. C'est donc qu'elle a beaucoup d'intérêt. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Je vais d'abord vous le présenter, on va dire, de manière brute, puis ensuite je vais vous en donner on va dire la rationale, les raisons. Alors, ce que dit exactement ce texte, c'est que les peines privatives de liberté, entièrement, fermes, ou pour la partie ferme, qui sont prononcées à l'égard de personnes qui ne se trouvent pas déjà en prison, si elles sont déjà en prison, cette procédure est inapplicable, qui sont donc condamnées à une ou plusieurs peines, c'est souvent des petites peines cumulées en réalité, jusqu'à 2 ans, si elles ne sont pas récidivistes. Mais si ces personnes sont récidivistes, ce n'est uniquement un total de 1 an. Donc déjà, on ne peut pas dire que ce sont toutes les peines jusqu'à 2 ans, c'est une partie seulement, et pour les récidivistes, c'est uniquement 1 année. Il faut surtout préciser que, et j'y reviendrai, ça n'est applicable que si la juridiction n'a pas elle-même décidé d'empêcher l'application de cet article 723-15 en décernant un mandat de dépôt. Ces personnes, donc, ce n'est pas que leur peine va être inexécutée, c'est que ces personnes vont être ensuite envoyées vers un autre magistrat qui s'appelle le juge de l'application des peines. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on va véritablement examiner leur dossier en détail, ce que l'on n'aura pas fait par hypothèse auparavant, je vais également m'en expliquer dans un instant, et que ce second juge va envisager, je dis bien envisager, l'application d'une mesure d'aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il va transformer cette peine-là en une peine d'une autre nature, qui va souvent, effectivement, ne pas être de nature purement carcérale. Par exemple, il peut prononcer une semi-liberté, ce qui signifie que la personne sera incarcérée le soir et le week-end, mais la journée sera contrainte d'aller chercher du travail, d'aller faire soigner son addiction, par exemple, de s'inscrire à différentes activités qui ont un intérêt du point de vue de l'arrêt de sa délinquance. Alors, si effectivement on présente cette procédure, j'allais dire de manière extrêmement simpliste, comme le font hélas les politiques d'habitude, faute d'étudier suffisamment les dossiers, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà des peines de 2 ans ou des peines d'1 an, cumulées ou pas cumulées, peu importe, et les gens sont lâchés dans la nature. Ils sont tous sauf lâchés dans la nature, c'est ce que nous allons voir, et c'est en réalité parfaitement rationnel et parfaitement logique, en tout cas dans le contexte français, tel qu'il est à l'heure actuelle. La raison principale de l'existence de cette procédure, c'est qu'en fait en France, nous avons décidé, contrairement à d'autres pays, de diviser ou d'attribuer à 2 juridictions différentes ce qui est parfois fait par la même juridiction unique à l'étranger. Je m'explique. Lorsque l'on prononce une peine, on a égard à 2 choses. Premièrement, on discute de la culpabilité, c'est-à-dire on va discuter des faits. Est-ce que la personne a commis l'infraction? Est-ce que c'est vrai? Donc on discute des preuves,
souvent dans des conditions d'indigence matérielle et de temps que je vous épargne pour l'instant, mais on discute de la culpabilité. À l'étranger, normalement, il y a un deuxième temps d'audience et parfois une autre audience à un autre moment. Je vous renvoie à l'affaire Pistorius en Afrique du Sud, où on a travaillé d'abord sur la culpabilité de Pistorius, puis ensuite on a eu une nouvelle audience avec de nouveaux débats, avec de nouvelles discussions sur, cette fois, le prononcé de la peine. Donc à l'étranger, on a 2 temps d'audience où on va examiner les preuves relatives à la culpabilité d'une part, en débattre, etc., puis ensuite discuter de l'opportunité de la bonne peine pour la bonne personne au regard des faits, en discutant cette fois de nouveaux éléments de preuve qui vont être a-t-elle un logement, a-t-elle un emploi, recherche-t-elle activement un emploi, est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale? Il y en a énormément qui ont des troubles de la personnalité, par exemple, dans la délinquance, c'est un fait statistiquement établi. Cette personne a-t-elle des addictions? De quelle nature? À quel niveau? Est-ce qu'elle prend de l'héroïne? Est-ce qu'elle prend 10 joints par jour? Est-ce qu'il y a une cumulation, une alternance entre héroïne et alcool, enfin, etc. Lorsqu'on a vraiment le temps des 2 audiences, on peut analyser ces situations. Et puis, pour des personnes qui regardent cette vidéo qui ont un tempérament plus répressif, c'est aussi à ce moment-là qu'on va discuter de choses, j'allais dire, un peu plus d'ordre moral. Est-ce que cette personne est un pauvre type qui a des problématiques ou c'est quelqu'un qui est extrêmement mal intentionné et qui, on va dire, pour parler un langage courant, était extrêmement méchante. Vous voyez, bon. En France, malheureusement, compte tenu de l'industrialisation du système pénal, figurez-vous que le processus pénal qui aboutit à une décision fonctionne comme une chaîne de montage fordienne, comme une petite boîte, des petites boîtes qui passent sur une chaîne de montage. Nous n'avons pas le temps, au tribunal correctionnel, d'avoir la 2e phase. Nous avons juste à peine le temps de discuter de la culpabilité, et là encore c'est souvent indigent, hein, mais ensuite nous n'avons pas le temps d'avoir un débat sur la peine. Il n'y a donc pas de débat sur la peine. Et la plupart du temps, les magistrats statuent sans aucune information sur la personne. Alors, sauf dans quelques audiences privilégiées pour des affaires plus graves, celles dont nous parlons ici. Très typiquement, la seule chose que le juge correctionnel va avoir le temps de le faire, c'est de prendre une petite checklist avec son papier et son stylo, et il demande à la personne, un travail? Oui. Combien par mois? 1 000 € au hasard, évidemment. Des enfants? Oui. Combien de à charge? Oui, non. Vous remarquez qu'on compte ici exclusivement sur les réponses du prévenu, c'est-à-dire qu'on n'a à aucun moment le moyen de vérifier ce que les personnes répondent. À aucun moment on a eu une enquête, à aucun moment on a eu des vérifications. Alors, ça, je répète, pour des affaires un peu plus graves ou plus complexes, on peut avoir ces vérifications, mais dans les dossiers dont on nous parle là, c'est-à-dire les peines qui vont jusqu'à 2 ans, les cumuls de petites peines, etc., on n'a pas ces informations. Ce qui fait que le juge, en fait, il va statuer ensuite, brutalement d'ailleurs, sur la culpabilité et sur la peine. C'est-à-dire qu'il va déduire la peine de son chapeau, si j'ose dire, sans avoir ces informations vitales sur la personne et ses circonstances. C'est-à-dire que la personne soit, je reprends ma terminologie simpliste, et évidemment les choses sont plus compliquées, mais le super méchant qui veut rien faire, qui ne veut pas travailler, qui se moque totalement de sa victime, il a le même patron, il a la même peine, puisqu'on n'a pas pu adapter que le pauvre type qui a des problèmes de santé mentale. Et je passe sur le fait qu'on ne va pas non plus traiter du problème de la santé mentale par-dessus, bien entendu, puisqu'on n'a pas réussi même à avoir l'information qu'il a un problème de santé mentale, la plupart du temps. Donc en fait, figurez-vous que ce qui se passe à l'audience correctionnelle, c'est donc une déclaration de culpabilité et une peine. Je donne toujours aux étudiants l'exemple d'un patron. Quand vous faites un vêtement, vous découpez un patron qui ressemble à une espèce de gros pyjama qui est 4 fois trop gros pour vous, et après, dans la phase suivante, vous ajustez le vêtement près du corps. La seule chose que le tribunal correctionnel peut faire, c'est le grossier patron. Et c'est donc ensuite, dans la seconde phase, qui en France est renvoyée à un autre juge, mais qui en Angleterre, mais qui en Afrique du Sud, je viens le dire, ou par exemple en Écosse ou dans d'autres pays, est confiée et réalisée par le tribunal correctionnel lui-même, puisqu'entre les 2 audiences ou entre les 2 temps d'audience, il a le temps de faire réaliser une investigation psychosociale et il statue ensuite sur la peine avec les informations. Mais le nôtre, il ne les a pas, ces informations. Il faut donc bien qu'on les récolte à un moment donné. Et donc, lorsque la juridiction correctionnelle a décidé que la personne pouvait avoir une peine ferme mais aménageable, et j'y reviens dans un instant,
Le dossier va donc être transmis à un second magistrat, le juge d'application des peines, qui lui, en quelque sorte, va endosser eh bien, le rôle du juge correctionnel bis. À l'étranger, c'est un juge correctionnel, en adaptant la peine sur mesure. Donc le sur mesure est fait en France par un deuxième magistrat. Et ce magistrat, il va lui avoir plusieurs mois pour avoir une enquête. Et cette enquête est faite par les services de probation. Lorsqu'on n'a pas d'informations, ce sont les services de probation qui réalisent cette enquête psychosociale à ce stade. Là où à l'étranger, l'enquête par le service de probation serait faite pour la juridiction correctionnelle. Nous, elle est reportée dans le temps à la deuxième phase. Et donc, c'est ce second juge qui, lui, va avoir les informations, puis l'avocat va souvent aussi récolter des pièces, des tas de choses vont se produire à ce moment-là. Donc, je résume, la France a choisi de compenser pour la justice industrielle mal taillée de la juridiction correctionnelle, qui a trop de travail, qui a assez de temps, etc., etc., elle divise, elle confie à deux magistrats les deux temps que vous devez toujours retrouver lorsque vous statuez en matière correctionnelle. Donc, il n'y a absolument rien d'anormal à ce qu'un second juge intervienne, et on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans l'inexécution des peines. Et justement, deuxièmement, ce second juge, il va en fait prononcer des mesures ou des peines, par transformation de la peine initiale, qui sont souvent beaucoup plus pertinentes et intéressantes au regard justement des problématiques propres à la personne qu'on va donc à ce stade enfin découvrir. Par exemple, on va découvrir que monsieur il a une addiction à l'héroïne et que eh bien, ce monsieur il est vraiment indispensable de mettre en place un suivi, mais j'allais dire au plus près. Alors parfois on a l'information correctionnelle que la personne a des problèmes d'héroïne, mais on ne sait pas combien elle prend, on ne sait pas où elle en est avec éventuellement l'acceptation d'un traitement par méthadone, si elle est déjà tentée des cures, des post-cures, etc. On ne sait pas du tout cela. Le juge d'application des peines, lui, il a cette information. Et donc, il va adapter la mesure. Et puis, prenons l'exemple d'un jeune qui a vécu 10 ou 15 ans d'héroïne, qui a donc très peu travaillé, voire quasiment jamais travaillé de sa vie, et qui donc doit à la fois traiter son addiction à l'héroïne, mais remettre le pied à l'étrier de l'emploi. Mais en plus, nous devons également avoir du temps pour traiter véritablement de son addiction, car eh bien, les politiques qui nous font croire qu'on va traiter d'un problème aussi grave que l'addiction à l'héroïne, que l'addiction à l'alcool, ou même, parce que ça existe aujourd'hui, l'addiction au cannabis, si on imagine qu'on va traiter ça en 3 mois, en 6 mois de détention, on se met le doigt dans l'œil. Donc, il nous faut du temps. Alors le juge, très souvent, ce qu'il peut faire, par exemple, c'est transformer, disons, ces 4 mois de détention, ou ces 6 mois de détention, rarement sur plus quand même, on va les transformer, par exemple, dans ce qu'on appelle un STIG, c'est-à-dire une peine dans laquelle il y a du travail d'intérêt général, ça c'est l'aspect je retourne au travail, mais je ne gagne pas tout de suite de l'argent avec, parce qu'effectivement, sinon, je me paierais ma dose avec. Et ensuite, j'ai 18 mois d'obligation de soins qui vont pouvoir être vérifiés par le service de probation pendant une période de 18 mois. Excusez-moi, mais cette peine, elle a beaucoup plus de sens pour mon toxico que la peine ridicule de 4 mois, de 6 mois, qui ne sert strictement à rien, puisque la première chose qu'il va faire en sortant, c'est d'aller reprendre une dose d'héroïne que lui donnera gentiment, gratuitement son dealer pour le réaccrocher. Au risque de décéder d'ailleurs dans la foulée. Bien. Donc, le vrai travail de sur-mesure, on le fait à ce moment-là. Et une autre hypothèse aussi, c'est l'alcoolique. Les alcooliques, certaines parties de l'échiquier politique nous font passer les alcooliques au volant comme de gentilles petites personnes vaches à lait de la République, qui tuent des enfants qui traversent la rue en allant à l'école, par exemple. C'est fort sympathique, un alcoolique au volant. Eh bien, lorsqu'on a des problèmes d'alcool, également, on est également sur des problématiques addictives. Mais comment les contrôler ? Bon, on peut avoir, par exemple, un monsieur qui boit, qui conduit et qui a un travail et des enfants. Et on se dit, mince, il ne faut pas qu'il perde son boulot, celui-là. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il conduise. On peut le mettre en semi-liberté parce que chaque fois qu'il retournera le soir à la maison d'arrêt, et donc il aura de l'incarcération, ce qui plaira à certains, eh bien, on pourra contrôler s'il titube ou s'il ne titube pas et lui faire passer un éthylotest. Sinon, on n'a pas les moyens de vérifier ce que font les personnes. Et là encore, une incarcération pure et simple n'aurait strictement aucun intérêt puisque certes il ne boirait pas en détention, c'est assez difficile de faire entrer de l'alcool, c'est possible mais pas impossible, mais en revanche il aura pris goût au cannabis pendant qu'il était sur place et quand il sortira, je peux vous garantir qu'il ira au troquet d'en face de la maison d'arrêt comme première activité en sortant de la détention puisqu'on n'aura absolument pas travaillé son problème d'addiction qui est celui qui nous préoccupe. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut punir exclusivement les personnes ou est-ce qu'en plus de les punir,
On ne veut pas résoudre les problèmes d'alcool, résoudre les problèmes de santé mentale, qui sont une très très grande partie, alors je ne parle pas de grandes pathologies nécessairement psychiatriques comme la schizophrénie ou la bipolarité, mais je parle des troubles de la personnalité notamment. Est-ce qu'on veut les résoudre, ces problèmes? Est-ce qu'on veut aussi, parlons de ceux qui aiment la France qui se lève tôt, dont je fais partie, qui est souvent debout à 5 heures du matin, est-ce que l'on souhaite que la personne se lève le matin pour aller rechercher un travail? Est-ce qu'on souhaite que la personne se lève le matin pour aller travailler, payer des impôts et du coup être en mesure d'indemniser la victime? Ou est-ce qu'on le veut qu'elle puisse dormir et jouer aux cartes en détention, à fumer du cannabis et à participer au trafic de stupéfiants? J'aimerais qu'on m'explique quelle est la peine la plus pertinente. Hein. Est-ce qu'on souhaite qu'elle indemnise vraiment la victime? Parce qu'en détention, elle pourra ne pas travailler et ne pas indemniser. Hein. Ou indemniser 10 € par mois parce que c'est tout ce qu'elle va pouvoir dégager d'un emploi carcéral très très mal payé. Moi, je préfère qu'elle travaille, qu'elle paye des impôts, plutôt que nous en coûter, et qu'elle puisse indemniser la victime. Est-ce qu'on veut s'assurer que la personne ne menace pas sa victime? Hein, c'est pas parce qu'elle est incarcérée qu'elle arrêtera, il y a des téléphones portables, hélas, de nos jours. Hein. En revanche, quand elle est à l'extérieur, c'est des choses qu'on va pouvoir, pas dire facilement parce qu'il nous manque des choses, hein, mais qu'on va pouvoir contrôler. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez, la personne, elle va avoir une épée de Damoclès. Elle sait quand même qu'elle a une peine de prison qui lui colle, qui lui pend au nez. Mais pendant les 4 mois, un peu plus maintenant parfois dans certaines régions, bon en gros 3-4 mois qui vont s'écouler avant que le juge ne statue, elle va en général enfin engager, moi je suis ces procédures depuis maintenant plus de 15 ans, elle va enfin mettre en place des choses qu'elle n'a jamais voulu mettre en place. Maintenant qu'elle sait qu'elle risque l'incarcération, tiens, c'est là où elle va se mettre à aller enfin voir un psychiatre. C'est là où elle va se mettre enfin à aller dans un centre d'addictologie. Et elle est obligée d'en rendre compte au juge. Hein. C'est là enfin où elle va effectivement accepter de travailler son addiction, son problème, sur son comportement antisocial. Croyez-moi, les entretiens avec les JAP, ils sont certes respectueux, mais ils sont également extrêmement contraignants. On va vraiment mettre la personne en face de leurs responsabilités, le fait qu'elles ne veulent pas se lever le matin pour aller au travail, par exemple, hein. Mais aussi le fait pour certains qu'elles ont des problèmes de qualification et, en termes professionnels, et que si elles n'en recherchent pas, eh bien, elles n'ont aucune chance d'avoir une vie de meilleure qualité et d'arrêter de commettre des infractions. Et donc on va les confronter à cette réalité et les inciter du coup très fortement, puisque la peine d'emprisonnement sinon leur pend au nez, d'aller s'inscrire à Pôle emploi et de faire de vraies démarches qui, je répète, vont être vérifiées. On va les confronter à la violence domestique, au fait que non, ils ne peuvent pas retourner habiter chez madame qu'ils ont frappée depuis ces dernières années. Non, c'est juste pas possible. Donc s'ils veulent ne pas aller en détention, il va falloir qu'ils déménagent, hein, etc., etc. Et si on se contente de les mettre en détention, ils ressortent et ils vont faire exactement la même chose parce que rien n'aura été traité sérieusement. Aucune contrainte ne leur aura été d'ailleurs imposée par ailleurs, et donc on aura uniquement alimenté une usine qui fait qu'à aucun moment la sécurité publique n'aura été protégée. Troisième point, extrêmement important également. Ce que les messages des politiques nous laissent à croire, c'est que en réalité, finalement, on volerait en quelque sorte la décision du magistrat. C'est-à-dire le magistrat a décidé d'envoyer la personne derrière les barreaux. Ah mais là, le législateur, la loi de gens soi-disant laxistes ou des juges soi-disant laxistes déciderait que cette peine ne serait pas exécutée. Et là, on s'imagine des Guy Georges et des terroristes en train de se balader dans la rue. Alors déjà, c'est ni des Guy Georges ni des terroristes. On ne parle pas de criminels, mais d'auteurs de délits en tout cas. Hein. Mais surtout, ce qu'il faut que les personnes comprennent, c'est que, en réalité, si le tribunal correctionnel veut que la personne aille réellement derrière les barreaux, ça arrive que les gens aillent en prison. Hein. Comment ça se passe alors? Eh bien, c'est qu'il suffit qu'il décerne un mandat de dépôt. Donc, lorsque le tribunal correctionnel ne prononce pas un mandat de dépôt qui fait que la personne, elle part avec les pinces directement après l'audience à la maison d'arrêt du coin, hein, s'il ne décerne pas un mandat de dépôt, c'est qu'il a décidé, parce qu'il n'est pas idiot, il connaît la loi, il a décidé que les personnes n'iraient pas en prison si elles font toutes les démarches que j'ai évoquées précédemment. Donc on ne vole rien à la décision du juge, on ne viole pas l'autorité de la chose jugée, on ne viole absolument pas la loi, etc., quoi que ce soit. On le fait en connaissance de cause parce qu'on veut qu'il y ait cette épée de Damoclès, on veut que les gens fassent réellement les démarches qu'ils n'ont absolument pas envie de prendre. L'alcoolique, il a envie de continuer à boire, hein. Il n'a pas du tout envie de traiter de son addiction, mais là on va le forcer. Hein.
Et voilà, donc en réalité, on ne vole rien aux juridictions, c'est donc pas du laxisme du tout, je répète. Si le juge veut vraiment que la personne parte en détention, il a le pouvoir de l'imposer. Hein. Donc, ensuite, ce que je voudrais terminer par une problématique qui est de savoir ce qui se passerait si on supprimait l'article 723-15 comme l'un des candidats aux élections présidentielles nous le promet. Eh bien, lui ou quelqu'un d'autre. Ce qui va se passer, c'est que, alors déjà, je rappelle, ce n'est pas des peines, toutes les peines de 2 ans, pour certains c'est 1 an pour les récidivistes, mais bref. Pour l'instant, ça représente environ 20 à 30 000 personnes par an qui ne vont effectivement pas en détention. Alors, j'ai oublié aussi quelque chose tout à l'heure, j'aurais dû mieux structurer ma vidéo. Déjà, le juge n'est pas obligé d'accorder un aménagement de peine. Vous avez bien compris quand même que si le monsieur ou la dame ne fait aucune démarche, ou les fait mollement ou se fiche de la poire de la justice, il ira en détention. Le JAP ne va pas lui accorder une mesure gratuitement. Hein. Vous avez compris que c'est sur la base d'efforts et de justificatifs. Il faut ajouter, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un bon tiers de personnes qui ne vont même pas au rendez-vous du juge. Ils n'y vont pas. Ils n'ont pas d'aménagement de peine, ils vont en détention. S'ils ne vont pas au rendez-vous du juge, le juge ne peut pas prononcer d'aménagement de peine, ne peut pas examiner la situation de la personne, et à ce moment-là, le parquet retrouve la main et va pouvoir mettre la peine à exécution. Donc la personne ira derrière les barreaux. Hein. Donc il faut que les gens se bougent, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc je reviens à mon point précédent, c'est-à-dire que se passerait-il? Déjà, il y aurait une bonne partie des gens qui échappent à l'incarcération qui iraient derrière les barreaux. Alors j'entends bien que les plus répressifs l'applaudiraient. Moi, je prétends que la répression n'est pas de ce côté-là, ni l'intelligence. C'est-à-dire que ces personnes vont ressortir avec leur addiction à l'alcool, avec leur addiction à l'héroïne, aux stupéfiants, avec leur cognition totalement antisociale, rien à faire des autres, moi je ne veux pas bosser, c'est pour les abrutis, pourquoi je me lèverai le matin, ça c'est bon pour les crétins qui veulent se lever le matin. Toutes ces choses-là n'auront non seulement pas été réglées, mais elles auront été renforcées, évidemment, par la fréquentation de tout un tas de gens qui pensent la même chose que toute la journée. C'est vraiment très très efficace. Hein. C'est un peu la même idée que si vous avez un enfant qui ne travaille pas à l'école et vous le mettez délibérément pour réviser dans un groupe de gens qui ne travaillent pas non plus à l'école. Vous voyez très bien le résultat que ça va donner hein, sur les notes de votre enfant à la fin du mois. C'est évidemment grotesque. Non, ce qu'il faut faire, c'est le contraindre pour qu'il travaille réellement, lui imposer de vraies contraintes. Et là, je pense que vous aurez de meilleurs résultats sur son bulletin scolaire. Donc là, bon, je ne dis pas que c'est les 20 000 à 30 000, on n'a jamais de chiffre vraiment exact, hein, ça tombe un peu du camion tout ça, hein, mais qui ne vont pas chaque année en détention grâce à cette procédure. Mais je répète, hein, si le juge correctionnel avait fait son travail initialement, si ça s'était passé au niveau du tribunal correctionnel, parce qu'on avait eu le temps et surtout les rapports des agents de probation, ces personnes n'auraient pas été condamnées à des peines fermes. Hein, puisque ces personnes, on aurait pu aménager la peine, enfin c'est même pas l'aménager, on aurait prononcé le stige de tout à l'heure, on l'aurait prononcé à l'audience correctionnelle. Hein. Mais bon, pour l'heure, ces personnes ne vont pas en détention. Alors je ne pense pas que si on supprimait 723-15, toutes ces personnes iraient en détention, puisque je pense que les tribunaux s'adapteraient et effectivement eux-mêmes prononceraient peut-être en partie, mais pas en totalité. Donc disons que 10 à 15 000 personnes iraient en détention qui n'y vont pas à l'heure actuelle. Or, les candidats nous proposent 10 à 15 000 nouvelles places de prison uniquement pour combler la surpopulation qui existe actuellement. Si on ajoute les 10 à 15 000 personnes qui iraient désormais en détention parce que l'article 723-15 serait supprimé, ça veut dire que nos candidats devraient créer à peu près 25 à 30 000 places de prison et non pas 10 à 15 000. En d'autres termes, je pense à l'un des candidats qui insiste tant sur le financement des mesures, j'aimerais qu'il nous explique comment une telle mesure pourrait être financée. Est-ce qu'on a les moyens? Je crois qu'on n'a déjà pas les moyens, soyons honnêtes, d'en financer 10 000, mais est-ce qu'on a les moyens d'en financer 25 à 30 000? Assurément non. Et en tout état de cause, ça prendra des années et des années à construire. Donc, et enfin, ça ne réglera pas le problème de mon alcoolique, de mon toxicomane, de mon antisocial, de mon borderline, de mon narcissique, de mon j'en ai rien à foutre des autres, etc. Ça ne réglera pas son problème. Hein. Et ça ne réglera pas non plus les problèmes sociaux, puisqu'il y a aussi quand même pas mal de misère sociale aussi. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour expliciter ce qu'on voit en détention et dans les tribunaux. Ça ne réglera pas non plus ces problématiques-là de gens sous-qualifiés, qui ont eu des problèmes scolaires, qui ont parfois des déficits en intelligence aussi, soyons tout à fait honnêtes, et qui ont donc eu beaucoup de mal à garder le pied à l'étrier de la scolarité. Donc moi,
Je répète, si on croit qu'on va soigner un addict ou un je m'en foutiste ou quelqu'un qui a un très important retard scolaire, qui a bac-10, quoi, pour simplifier, hein, et que si on croit qu'on va lui trouver du boulot et qu'on va le resocialiser avec 6 mois ou même 2 ans d'ailleurs, on s'en fiche, quoi, d'incarcération, on se trompe. Hein. Voilà, donc les vraies solutions, elles sont évidemment ailleurs. Elles sont dans... alors, je ne suis pas pour la gratuité, d'ailleurs ça ne fonctionne pas de toute façon. Chaque fois qu'on essaye d'imposer aux magistrats de prononcer soit des aménagements de peine pour faire sortir les gens de prison, soit des peines en milieu ouvert pour ne pas les y faire rentrer, c'est ce qu'essaie Madame Taubira. C'est pas parce qu'on l'impose juridiquement que ça marche. Toutes mes recherches montrent que ça ne fonctionne pas et je ne suis pas surprise puisque ça a toujours été démontré à l'étranger également. Ça ne marche pas parce que en France, le suivi que l'on impose en milieu ouvert n'est pas suffisamment crédible. Il faudrait qu'il soit crédible d'abord au niveau des moyens. Ça coûte beaucoup moins cher que l'incarcération, mais il faut quand même le financer. Et il ne suffit pas de créer des postes d'agents de probation comme nous le proposent certains, là encore, ou qu'on nous l'a proposé. Bon, déjà, il en faudrait quand même beaucoup, hein, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on change les types de recrutement, qu'on ait les gens avec les bonnes qualifications, qu'on ait la bonne structure institutionnelle, qu'on ait des gens capables de coopérer avec les autres institutions, qu'on ait des gens qui soient capables effectivement de travailler sur les cognitions, les attitudes, les pathologies, etc. Ce qu'on n'a pas vraiment suffisamment pour l'instant. Qu'on est, par exemple, je reprends la drogue, en France on est un des rares pays au monde où quand on a un toxicomane ou un alcoolique, on n'est pas fichu de lui faire très régulièrement des tests d'urine et des tests d'alcool pour qu'enfin il puisse lui-même arrêter de mentir et de se mentir déjà, à commencer par lui-même, sur l'état où il en est de son addiction. Un peu comme si on refusait de mesurer si un cancéreux est au stade 1, 2, 3 ou 4. C'est parfaitement ridicule. Il faut qu'on sache où en sont les gens au regard de leur addiction. Ça ne veut pas dire qu'on les incarcère parce qu'ils ont repris de l'héroïne, ça veut dire qu'on sait qu'ils ont repris de l'héroïne et qu'on va immédiatement déclencher un plan de crise pour traiter de la rechute au lieu de le laisser partir en vrille comme ça se passe aujourd'hui. Ça suppose aussi de faire de la coopération avec d'autres institutions. Croire que le suivi des délinquants, c'est uniquement le travail des agents de probation, c'est parfaitement absurde. Les seuls pays qui ont des véritables résultats, ce sont des pays qui sont capables de créer des programmes multidisciplinaires et multipartenariaux avec des protocoles où on ne fait pas n'importe quoi, où on ne fait pas un peu de science et beaucoup de perlimpinpin, c'est où on a un travail structuré mais multipartenarial. Et enfin se rapprocher du local, parce qu'en France on a un système ultra bureaucratique, ultra corporatiste et ultra centralisé qui est totalement horizontal et qui part de Paris et qui, arrivé sur le terrain, pose tout un tas de problèmes justement pour la bonne coopération et la création de programmes efficaces. Bon, j'ai été trop rapide sur ces derniers points. La conclusion donc, c'est qu'il est grand temps que nos politiques étudient de manière, j'allais dire, un peu plus approfondie les dossiers. Et avec cette petite vidéo, j'espère avoir contribué au débat sur la soi-disant non-exécution des peines inférieures ou égales à 2 ans. Ceci sera mis donc sur YouTube.